Bonjour Anne-Margret. Bonjour Jean-François. Nous allons parler aujourd'hui de la rentrée qui se profile à l'horizon, c'est dans quelques jours. Ouais. Cette rentrée scolaire qui est peut-être source de stress et j'aimerais, et je suis ravi d'ailleurs de t'accueillir aujourd'hui, avoir ton avis là-dessus pour plusieurs raisons. Déjà, tu es enseignante Oui, et tout à en fait. plus, tu as créé un programme autour des émotions qui viendra probablement répondre à des attentes de nombreux parents. Ouais, tout à fait. Oui, oui, j'ai enseigné que ce soit en maternelle ou en classe d'élémentaire. Donc en fait, j'ai pu voir vraiment ces manifestations du stress de la rentrée, autant chez les enfants que chez les parents. Et surtout, une chose, c'est que elle s'exprime vraiment à tout âge, que ce soit la toute première rentrée de petite section, comme en CM2, vraiment la rentrée peut donner lieu à toutes ces émotions en fait, que ce soit de la peur, que ce soit de la frustration, de la tristesse aussi, hein, la séparation avec les parents, etc. Donc il y a tout un florilège d'émotions, toute une palette d'émotions, et c'est vrai que du coup, prendre en compte les émotions des enfants à ce moment-là, c'est encore plus important parce qu'ils en sont submergés souvent. Ils en sont submergés et on sait que leur cerveau étant en plein développement, ils n'ont pas non plus la structure cérébrale pour forcément accueillir leurs émotions et réguler ces émotions. D'où l'intérêt que le co-régulateur ou les co-régulateurs que sont les adultes puissent les accompagner dans cette rentrée des classes, mais sans y juxtaposer leurs propres émotions d'adultes. Ça, c'est difficile, hein. Tout à fait. Et c'est souvent le cas. Et alors, il y a souvent les parents qui me disent, non, mais là, je suis stressée, mais je vais pas lui montrer, je veux pas lui montrer. Donc ça, c'était souvent pour les toutes premières rentrées. Et c'est là, bon, ça serait intéressant d'en discuter aussi. Mais c'est là où on se rend compte que les enfants, ils sentent tout. On peut pas leur faire croire que nous-mêmes, on n'est pas stressés quand en fait, on est terrifié à l'idée de laisser son petit bout de chou partir à l'école. Donc autant l'exprimer aussi, et on va voir comment l'exprimer sainement en fait, hein, sans créer un état de panique, mais comment l'exprimer sainement et puis comment accompagner les enfants, accueillir leurs émotions et les accompagner dans ce florilège d'émotions en fait, face à cette nouveauté, à cette nouvelle rentrée. Dans ton expérience personnelle, tu avais des parents qui venaient parfois te voir en début d'année pour établir un contact et pour justement te confier leurs angoisses peut-être? Ah oui, tout à fait, énormément même. J'en avais même qui venaient à la fin de l'année, enfin en juin, et leurs enfants allaient arriver la toute première rentrée en septembre. Donc déjà en juin, ils venaient pour me dire, ah là 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 là, je sais pas comment je vais faire, comment je vais m'y préparer. Et en rentrée, ah oui, c'était un vrai moment. En fait, pour moi, je trouvais en tant qu'enseignante euh, aussi important d'accueillir l'émotion des enfants que d'accueillir l'émotion des parents. Pour moi, une rentrée était réussie quand je réussissais à créer un lien de confiance avec le parent, et en fait un véritable sentiment de sécurité justement, voilà, de les rassurer quant à leur petit bout de chou et ce qui va vivre. Et je prenais vraiment beaucoup de temps, hein, même le premier mois souvent était vraiment la porte ouverte pour que les parents viennent me voir. Je les encourage énormément à m'envoyer des messages par email ou à venir me voir vraiment pour discuter de tout ce qu'ils avaient sur le cœur, parce que pour moi, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc une rentrée réussie pour moi, c'est une rentrée où j'arrivais à accueillir et l'émotion des enfants et l'émotion des parents. Oui. Donc tu disais ce qui ne s'exprime pas s'imprime, j'aime beaucoup Ouais, cette formulation, mm, et ce à quoi on résiste se renforce, d'où l'intérêt exact. vraiment de pouvoir accueillir les émotions de chacun. Les parents en ont des émotions, comme tu le disais, certains les répriment Oui, et évitent de dire ah, je suis anxieux pour telle ou telle oui. rentrée. Est-ce une bonne idée selon toi de réprimer ces émotions? Non, je pense pas. En fait, je pense ni de les réprimer, ni de les nier, ou de faire croire même tout l'inverse. Parce qu'en fait, il y avait des parents, quand leur petit bout de chou arrivait en disant qu'ils avaient peur, ils disaient mais tu devrais pas, alors qu'eux, ils avaient une énorme boule au ventre. L'idée, c'est ni de les réprimer, ni de les nier, ni de faire semblant. C'est vraiment en fait
déjà d'en prendre conscience, de se connecter à son émotion et de se dire que c'est OK en fait. Et Oui. on va voir pourquoi c'est OK en plus, hein. Vraiment, c'est complètement naturel. Mais déjà, voilà, de valider, de légitimer ses émotions en tant que parent et de pas aller trop loin dans son angoisse en se disant que on va pas être capable de rassurer son enfant, qu'on va empirer la chose. Non, il s'agit déjà voilà, de connecter à sa propre émotion, de la légitimer et ensuite on va voir comment l'exprimer aussi sainement et comment en parler. Même, c'est possible d'en parler avec son enfant en se disant qu'on n'est pas complètement rassuré et c'est OK. À partir du moment où on va pas créer cette petite boule, cette grosse boule d'angoisse autour des scénarios qu'on pourrait inventer tous, pires les uns que les autres. L'idée c'est de pas faire effet boule de neige, mais de prendre, conscience de son émotion et de la verbaliser. C'est un travail individuel pour le parent d'abord, c'est-à-dire, cet accueil, cette identification de ses propres émotions, en dehors de l'interaction avec l'enfant, c'est-à-dire, il va s'interroger sur son intériorité, à savoir: «Je ressens telle ou telle émotion, de telle intensité peut-être, et puis je le Oui, ressens, là, au niveau de la poitrine, ça m'oppresse», donc aussi peut-être, accueillir, ces sensations corporelles. oui, Est-ce que ça fonctionne de procéder de la sorte, c'est-à-dire d'accueillir ses émotions ainsi? Et est-ce que tu aurais d'autres astuces peut-être pour ouais. pouvoir accueillir ses émotions et les réguler en tant qu'adulte déjà? Ouais, ça fonctionne et en fait, ça fonctionne, de manière, hyper efficace, parce qu'en fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est quand, on essaye d'aller dans ce sens-là, mais quelque part, on culpabilise de ressentir cette émotion. Donc en fait, quand on laisse vraiment de place, quand on se donne le droit d'être humain entièrement et quand on essaye de s'observer, de plus en plus finement en se disant: «C'est OK, tout est OK et tout a sa place», en fait, l'émotion ne va pas grandir, en fait. Mmh. Ce qui fait qu'une émotion va prendre de plus en plus de place, c'est que l'émotion n'est pas vue et n'est pas entendue. Donc du coup, elle va devenir de plus en plus forte pour qu'à un moment donné, on la reconnaisse cette émotion. Mais déjà, à un moment donné, se dire: «Waouh, en fait, là, j'ai peur. J'ai hyper peur que ça se passe mal pour mon enfant parce que, ben, soit il est hyper attaché à ses copains et c'est pas dit qu'il soit dans la même classe que ses copains, soit il a un profil un peu atypique et je sais pas si ça va être pris en compte par l'enseignant ou l'enseignante». Toutes ces questions, en fait, qui vont créer, en fait, ce sentiment de peur ou de frustration, même de colère, hein, si l'enfant va retrouver un enseignant, qu'il avait déjà eu, avec qui ça s'était pas forcément bien passé. Donc déjà, en fait, voilà, de se connecter à ça, de se donner le droit, de pas culpabiliser, en fait, de se donner le droit d'être humain. Une émotion, elle est temporaire, elle va pas rester ad vitam aeternam, en fait. Donc déjà, de se donner le droit et puis de faire des petits exercices. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque, par exemple. J'aime beaucoup ces exercices de respiration, en fait, pour juste y voir clair en soi. Donc Oui. parfois, tout est un petit peu embrouillé ou on n'a pas vraiment envie de plonger donc en soi. Donc juste de faire des exercices de respiration pour se recentrer et ensuite se demander, ben là, comment je me sens, à quel endroit, quelle couleur, est-ce que mon émotion, elle a une forme, est-ce que je la sens particulièrement à un endroit, toutes ces choses-là, en fait, vont permettre juste de pas, voilà, de pas la faire plus grandir que ça, mais juste elle est vue et c'est Oui. OK. Et j'irai plus loin, une petite astuce pour les parents et les adultes en général, écrivez. Ah oui. Essayez d'écrire, parce que écrire, bah, c'est faire pause Mmh. et se demander ce que nous ressentons. Et le fait de tracer donc sur une feuille justement nos émotions permet de mieux les accueillir, de faire le point, de clarifier nos pensées aussi. Parce Tout que à tu fait. disais tout à l'heure, ah ben cette année, peut-être que ma fille ou mon fils sera dans la même classe que la personne qui était harceleur l'année dernière ou ce genre de choses. Donc il peut y avoir des inquiétudes. Et Oui. ça, ce n'est qu'une pensée. Ça veut dire que là, il peut y avoir de la peur relative à cette pensée. Donc c'est bien de le dire, c'est une pensée, mais est-ce vrai? Est-ce que je suis Exactement. sûr de ça? Et peut-être que ça permet de, alors les écrire et même les verbaliser, ces pensées, je pense que, de clarifier tout ça et de pouvoir s'apaiser aussi en se disant, bah non, en fait cette année il a changé de classe ou alors il Oui. a acquis de nouvelles compétences, il sait mieux s'affirmer parce qu'on a travaillé sur ça. Je parle notamment du harcèlement, donc Mmh. on a appris à faire cela. Donc c'est bien de poser ses pensées, de voir quelles sont les émotions qui sont reliées aux pensées, et Oui. donc de faire ce double accueil, pensée, émotion, et transformer les pensées, et en transformant les pensées, on va transformer les émotions que nous ressentons Et aussi.
du coup. Oui, j'aime beaucoup cette technique-là, hein, d'écriture, et notamment quand on met les choses sur papier, on sort, on extériorise quelque chose, on se rend compte qu'en fait, ça va être gérable. Il y a peut-être des choses à faire aussi, se demander, ben si ça arrive, est-ce que moi je pourrais faire quelque chose? Oui, Est-ce que mon enfant pourra faire quelque chose à ce moment-là? Et ça, c'est un outil justement, hein, que j'ai dans le pack rentrée. On en parlera tout à l'heure oui, pour l'enfant, mais c'est quelque chose qui peut être clairement fait pour le parent lui aussi. Euh, En fait, quand on ne le sort pas de soi, quand on ne le verbalise pas ou quand on ne l'exprime pas sur papier, en fait, ça prend une place. En fait, ça fait un peu, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et puis on se dit, oh, mais on n'y arrivera jamais, mais en fait, ce sera la fin du monde, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte une fois que c'est sorti que OK, en fait, c'est pas si terrible que ça, mais cet effort de le sortir de soi et de tout écrire, et même si sur la feuille de papier, on doit écrire 50 questions, eh ben, on les écrit, mais au moins on les sort de sa tête, en tout fait. à Et fait. ensuite, on se demande, est-ce que ça, c'est réaliste ou ça l'est pas? Et, Oui. c'est là où, par exemple, j'ai été voir récemment le dessin animé Vice Versa, où je Mmh. trouve que le personnage anxiété est extrêmement bien représenté, avec notamment tous ces petits personnages en fond qui imaginent des scénarios, qui dessinent plein de choses, et parce que anxiété justement veut nous Ouais. protéger contre tout ça. Donc en fait, il y a tous ces petits scénarios, mais il y en a certains, bah oui, c'est possible, et il y en a certains, ils sont loin de la réalité en fait. Mais par contre, on y croit. Si on pose pas à un moment donné, si on prend pas un moment à observer ces pensées-là et se demander réaliste ou pas réaliste, et ben en fait, on y croit, on leur fait de la place en fait. Oui. Alors que parfois, c'est vrai que ça peut se dissiper naturellement juste en prenant conscience. Oui, et ce qui est épuisant, donc c'est ce que tu disais, cette anxiété, basée sur des pensées un peu irrationnelles et des pensées qui sont en fait des ruminations qui ne cessent de tourner, et le fait de les écrire, c'est comme si on mettait, de la lumière dessus, Tout à et fait. on peut faire un test très simple. Est-ce que ma pensée est une rumination? Ça, c'est une astuce que j'avais vue chez Christophe André, notamment. Mhm. Est-ce que cette pensée est une rumination? Pour savoir si c'est le cas, est-ce que je peux faire une action suite à cette pensée? Si je ne peux pas faire d'action suite à cette pensée, c'est une rumination. Donc Oui, je peux lui dire next, en fait. oui. Donc je peux devenir observateur de cette pensée, je dis ok, bon, bah t'es là, bah maintenant je te laisse partir. Un peu comme des nuages Comme dans des un ciel nuages. voilà, qu'on laisserait partir. Exactement. On peut pas contrôler l'arrivée de ces nuages, on peut pas contrôler l'arrivée de Hmm. ces pensées. Par contre, on peut choisir de les croire ou pas. On peut choisir de leur donner en fait de l'importance et de s'y accrocher, de s'y attacher, ou de Ouais, se dire ah bon, ok. Après, il y a une autre chose aussi qui est intéressante pour les parents, c'est de se demander quelle est sa propre expérience avec l'école. Quelle est la relation à son propre vécu avec l'école en fait? Est-ce que nous-mêmes on a eu une scolarité difficile, compliquée? Et en fait, on peut avoir tendance justement à transposer ça parce que on craint que notre enfant vive les mêmes choses, on craint que notre enfant soit confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes injustices, etc. Et donc, du coup, parfois, il y a une confusion qui se fait entre sa propre histoire et l'histoire de son enfant. Et oui, c'est là où écrire, ça permet vraiment un peu de disséquer ça et de séparer, on va dire, ces deux choses qui sont complètement différentes et qui vont s'entremêler par esprit de protection, en fait, hein, oui, pour essayer de protéger. Mais là, on va pas forcément protéger, on va ajouter de l'angoisse et qui ne fait pas partie du vécu de l'enfant, en fait. Et c'est compliqué et c'est légitime, encore une fois, mais ça nécessite quand même un petit peu de prise de recul d'écrire un petit peu ce qu'on nous-mêmes on a vécu, et soit de s'en occuper et d'essayer d'apaiser ça, soigner ça en soi, ou soit de dire au revoir à ça en se disant hmm, ça fait partie de mon passé et ça fait pas partie du présent. oui. Et cette distinction est intéressante. Alors, il y a deux façons d'aborder les choses. Effectivement, on a eu peut-être des rentrées traumatiques Mhm. lorsqu'on était nous-mêmes enfants. Et en tant qu'adulte aujourd'hui, on peut aller faire ce travail de rétablissement par rapport à Tout à cela, fait, donc poser des mots avec un professionnel ou alors vraiment faire de la thérapie par rapport à ça. tout à fait. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on a tendance aussi à reproduire ce que nous avons vécu en tant qu'enfants, c'est-à-dire que si nous avions des parents qui n'étaient pas formés, et malheureusement c'est souvent le cas, C'est à souvent le l'écoute cas. émotionnelle, Mhm. et que nous étions là dans nos rentrées à vraiment renfermer nos émotions, ne pas les exprimer parce que personne n'était là pour les écouter, au contraire on nous disait n'aie pas peur, C'est etc. Eh ça, bien cet automatisme, on le reproduit peut-être aussi avec nos enfants. Alors, tout à fait. on va pas tout peindre en noir, dans le sens où, en effet, certains enfants peuvent être anxieux, avoir peur, certains enfants peuvent absorber la peur et l'anxiété des parents, donc c'est pour ça que c'est important de faire un travail du côté de l'adulte.
Certains enfants sont enthousiastes, au contraire, Hyper de excitée. hyper Oui, excités, ils sont joyeux de connaître cette nouvelle expérience, c'est peut-être une première pour eux aussi, et certains ont vraiment une belle expérience avec des enseignants qui ont été empathiques, et donc ils se languissent en fait de pouvoir faire cette rentrée. Et là, tu dirais quoi aux parents? C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'expression d'émotions agréables. Qu'est-ce que tu dirais aux parents? Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant exprime comme ça sa joie par anticipation de faire sa ouais. rentrée scolaire? Et ben en fait pareil, je inciterai à exprimer qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qui l'émerveille, à quoi il s'attend. Est-ce qu'il y a en fait vraiment que ce soit une émotion, on a tendance à se dire ah ben il faut vraiment aider l'enfant à verbaliser quand il s'agit d'une émotion qui est désagréable. Mais en Oui. fait même quand elle est agréable, ben on y va en fait et on se demande à quoi tu penses, qu'est-ce que tu as envie de retrouver ou qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter. Et on va même, moi je sais qu'avec mes élèves, on faisait beaucoup en début d'année dessiner la classe idéale, dessiner l'école idéale. Et en fait, on s'inspirait de ça. On s'était pas juste le faire pour le faire. C'est qu'ensuite, on s'inspirait de toutes ces idées pour se demander comment est-ce qu'on peut améliorer notre classe en ajoutant des petites idées de vos classes idéales, en fait. Donc Hmm. ça peut être aussi quelque chose à faire de sympa avec l'enfant et qui va pouvoir peut-être même présenter à l'enseignante ou à la classe dans les premières journées. Souvent, il y a des enfants qui viennent présenter des choses, en fait. Donc, utiliser, en fait, cette énergie ben voilà, pour avoir des idées, pour créer, et puis ensuite pour la partager. Oui. Et c'est pour ça que l'écoute marche vraiment pour les émotions agréables, les émotions désagréables. D'ailleurs, c'est bien de faire aussi une ronde des émotions un peu le soir, hein, à la fin de chaque C'est super journée, important. pour récupérer et accueillir les émotions désagréables et finir par les émotions agréables, par exemple, ou pour faire un rituel de gratitude un peu tous les soirs. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette anxiété, parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes aux parents. Je reçois beaucoup de questions là-dessus. Je suis très anxieux pour mon enfant, c'est sa première rentrée. Toi, si tu n'avais qu'un conseil à donner, ça serait quoi? Je suis très anxieux pour mon enfant. Alors déjà, le premier conseil, ce serait faire confiance. Dans Ah, le sens où votre enfant, à la fin de l'année, que ce soit bien passé, vous direz: «Oh, on s'est quand même grignoté le cerveau énormément, on a passé énormément de temps à se grignoter le cerveau, alors que ça s'est super bien passé». Et on aurait pu transformer ce moment, en fait, en temps aussi agréable, même s'il y a de l'angoisse. Mais déjà, c'est faire confiance et faire confiance à l'enfant, dans le sens où, vous allez l'accompagner. Si de toute façon vous vous posez déjà ces questions, ça veut dire que vous êtes déjà à l'écoute, vous êtes dans ce désir profond ouais. d'accompagner l'enfant. Donc déjà, se faire confiance à soi en se disant que on sera là pour l'enfant, pour l'écouter, pour l'accompagner quand on peut. Faire confiance à l'enfant, il va vivre des choses et on pourra pas éviter à l'enfant de vivre des choses désagréables qui vont aussi l'aider à développer sa résilience, l'aider à Oui. développer sa force. On ne peut pas empêcher à son enfant de vivre des choses compliquées ou des conflits. On ne pourra pas l'empêcher. Mais par contre, on peut lui faire confiance en se disant que il a des ressources en lui qui sont précieuses et nous, on est là à côté pour le soutenir. Et puis faire confiance aussi à l'équipe enseignante. Et par là, ce que je veux vraiment dire, c'est pas faire confiance aveuglément, mais faire confiance parce qu'on peut créer un dialogue. J'ai déjà des parents qui m'ont dit il y a pas longtemps: «Mon enfant, lui, il est dans l'hyperactivité, du coup, j'ai vraiment peur et cetera. Je sais pas si elle va le prendre en compte». Mais en fait, n'hésitez pas à aller créer Hmm. ce dialogue pour en parler, pour parler de ce qui est déjà, ce qui a déjà été fait, des outils qui peuvent l'aider et cetera et en se disant qu'on est dans de la coéducation. Il faut un petit peu sortir de ce schéma de il y a l'école d'un côté, il y a la famille de l'autre côté et puis, on va espérer que, Hmm. à l'école, ils devinent notre enfant. Non, ils ont besoin aussi du retour de parents pour mieux comprendre l'enfant, le profil du parent. Donc, faire confiance en l'équipe enseignante, en se disant on va aussi créer le dialogue. Donc déjà, la première chose, c'est faire confiance, ça aide déjà à apaiser un petit peu tout et se dire que, quelles que soient les situations que l'enfant va rencontrer, ça va créer de belles choses. Il va grandir, il va créer de la résilience, il va créer des amitiés, il va apprendre plein de choses. Donc déjà, ce serait la première chose par laquelle je commencerai. Et notamment, par exemple, j'ai beaucoup de parents dans mon expérience qui étaient hyper anxieux à l'entrée en CP.
Et là, en fait, parce qu'ils disaient: «Oh là là, c'est la grosse année» et cetera. Et en fait, je leur disais toujours à rentrée des classes: «Fermez vos yeux et imaginez-vous votre enfant quand il aura 18 ans. Imaginez-vous. Est-ce que votre enfant saura lire à ce Mmh. moment-là? Oui. Est-ce que ça aura de l'importance qu'il aura vraiment, maîtrisé l'art de la lecture, en novembre de l'année de CP, en mars de l'année de CP, durant l'année de CE1 ou durant l'année de CE2? Ça n'aura plus aucune importance. Il aura acquis cette compétence. Donc, mettez pas de pression sur cet apprentissage de la lecture qui, de toute façon, prend des années, en fait. Plus on est dans la confiance, plus on est dans le lâcher prise par rapport à cette idée de performance, en fait, et plus, en fait, en fait, ça va fluidifier la chose et on va rentrer dans les apprentissages de manière beaucoup plus efficace. Oui et donc on va éviter de dire réussir ou ne pas réussir, Non, on va pas exactement. rentrer là-dedans, ce sont des Non, expériences que va vivre l'enfant. exactement, exactement. Exactement et la confiance, tu le disais et d'ailleurs il y a un psychologue, espagnol qui disait que la confiance de l'enfant, la base de la confiance de l'enfant, c'est la confiance que le parent a en l'enfant. Mmh. Donc le Ab fait de faire confiance à nos enfants, ça les aide à avoir confiance en eux. Alors, exactement. ça se cultive aussi la confiance. Tout à C'est-à-dire fait. que Ça se normalement, on peut se dire, on peut choisir d'avoir confiance, mais on a aussi parfois besoin de preuves. On a besoin aussi de de garantie. certaines structures aussi. Et je tiens à spécifier que les parents ont aussi la possibilité de pouvoir cultiver cette confiance avec l'enfant au quotidien, dans les expériences qu'ils vont vivre, le fait de remarquer ce que l'enfant parvient à réaliser, lorsqu'il arrive à réguler ses émotions aussi. Donc remarquer ces expériences-là va permettre à l'enfant de renforcer son apprentissage, de mémoriser ce qu'on est en train de lui décrire. Ah, là, je vois que tu as réussi cette construction en faisant comme ça, comme ça, comme ça. L'enfant va se remémorer ça et va justement avoir plus confiance en lui grâce à Oui. ces petites marques d'attention qui ne sont pas des jugements. On va pas dire à l'enfant c'est beau, c'est bien ou quoi que ce soit. On va rentrer dans le détail et on va dire waouh, je vois que tu as fait ça, tu as fait preuve de persévérance. On va aussi parler des forces de l'enfant. Il va s'en souvenir ensuite et va dire ah oui, là j'ai fait preuve de persévérance quoi quand j'ai fait ça. Et il va comprendre ce que c'est et toutes ces compétences, toutes ces forces vont l'aider aussi dans le cadre scolaire parce que lorsqu'il va avoir du mal à faire tel ou tel exercice, il va peut-être se rappeler de ce Lego, enfin de cette construction qu'il a réussi à faire, et justement, il s'en souvient parce qu'on a été là pour lui apporter cette marque d'attention en disant, tu vois, là, t'as réussi à monter cette maison en Lego, ah, ça t'a pris une heure et demie, waouh, tu veux bien me montrer comment t'as fait, ouais, voilà. Et l'enfant va être vraiment en confiance aussi par rapport à ses interactions au quotidien avec ses parents. Oui. En fait, il faut vraiment se dire que notre voix extérieure va devenir sa petite voix intérieure. Hmm. Donc en fait, plus on va renforcer et plus en fait on va, comme tu disais, c'est vraiment aiguiller. C'est-à-dire plus on va lui permettre de dire tiens regarde ça en fait. Oui, On va l'orienter pour regarder ces choses-là, ces réussites en fait et ces progrès plutôt, ces progrès. Et plus il va prendre confiance oui. en ses propres ressources. Parce que la confiance c'est quoi? C'est pas tout réussir du premier coup ou tout réussir tout court. C'est pas ça la confiance. La confiance c'est avoir foi en ses ressources intérieures et se dire que quand on fait face à un obstacle, à une difficulté, on a les ressources à l'intérieur de nous pour essayer et réessayer et accepter l'erreur pour, à un moment donné, évoluer et progresser. Oui. Et tu vois, il y a beaucoup de il y a parfois malheureusement, et ça c'est, très dans le système français, une attente par rapport à des critères précis. Donc c'est: «Mon enfant, ben, il est nul à ça», mais c'est vraiment des mots que j'ai entendus, hein. «Il est nul à ça parce qu'il n'arrive pas à faire ça». Hmm. Mais ne regardez pas ce qu'il devrait faire à cet âge-là. Regardez ce qu'il sait faire maintenant et comment il progresse par rapport à sa base à lui. Donc Mhm. moi, j'avais par exemple une petite fille en CE1 qui est arrivée et l'enseignante de CP qui m'avait dit, «Je sais pas comment tu vas faire, mais elle n'arrive pas à décoller en lecture, franchement, je me demande même s'il y a pas un problème neurologique et cetera». Cette petite fille est arrivée, franchement, elle avait pas du tout confiance en elle en termes de lecture. Donc du coup, elle ne voulait pas du tout s'approcher de livres et en fait, plutôt que de lui proposer des choses qui normalement, entre guillemets, d'autres enfants vont lire à ce stade de l'année-là, en fait, j'avais fait plusieurs groupes de lecture, plusieurs groupes de niveau. Il y avait aucune catégorisation de ça c'est le mieux, ça c'est les moins Hmm. bons, et cetera. Pas du tout. Et en fait, c'est vraiment lui dire toi, qu'est-ce qui te parle? Et alors, effectivement, elle s'orientait vers des petits livres de début de CP. Mais et alors? C'est pas grave. Elle allait vers là et en fait, quand elle lisait peut-être une phrase toute seule,
quand on tournait la page et que la seconde phrase, elle en lisait 2, la seconde page, elle en lisait 2 phrases, j'allais lui dire: «Tu as vu? Cette fois-ci, tu as réussi 2 phrases». Mais que ce soit complètement éloigné de la page qu'elle devrait lire à ce stade de l'année qui est, une page entière, on s'en fiche, ça ne l'aidera pas en fait, ça ne Oui. l'aidera pas à progresser. Par contre, ce qui l'aidera à progresser, c'est de se rendre compte de ce qu'elle fait là et des petits progrès, des petits barreaux qu'elle monte. Vraiment, il y a cette image que j'aime beaucoup de l'échelle en fait, où on se dit: «On veut progresser», donc il y a un barreau ici, un barreau qui est super haut et on se dit: «Comment on va faire pour aller là-bas?» alors que si il y en a plusieurs petits barreaux et ben là on y arrive en fait. Donc il faut vraiment se libérer complètement de: «Mon enfant devrait savoir faire ça à cet âge-là». On se libère de ça, Oui. on lâche prise par rapport à ça, on regarde ce qu'il sait faire et ses progrès par rapport à ce point de départ-là. Et on l'interroge sur ce qu'il ressent, parce que un apprentissage qui est basé sur des émotions désagréables, bah, en fait, c'est plus lent, c'est Complètement. contraignant, alors que si l'enfant ressent du plaisir, ressent de la joie, justement à apprendre, et on peut l'aider à ça, juste peut-être remarquant: «Ah, tu te rends compte ce que tu as appris à faire?» Et donc, lui-même va déjà être fier de ce qu'il a Exactement. appris et le parent va lui faire remarquer qu'en effet, là, il est en train de progresser. Tu parlais de progression, et cela sans récompense et sans punition. Parce que là, je tiens à aborder ce sujet. Les récompenses de ce type, lorsqu'on remarque ce qu'a fait l'enfant, bah, l'enfant va le prendre comme une récompense quelque part, une récompense naturelle, C'est un échange, interne, interpersonnel avec son parent qui va remarquer, qui va lui offrir cette attention aussi, et tout à l'enfant va fait. se sentir encouragé. Et vraiment développer cette attention par rapport à cette fierté et à quel point ça fait du bien, en fait, de se sentir enthousiaste parce que, on a progressé, de se sentir fier et cetera. Et c'est cultiver, en fait, cette gratification interne Interne. c'est ça le moteur des apprentissages. C'est pas le fait d'avoir gagné, une glace parce qu'on a lu, 2 pages tout seul, c'est pas ça. Le plus gros booster, en fait, de l'apprentissage, c'est cette joie d'apprendre. C'est ça. Mmh. Alors, justement, il y a des parents inquiets parce que ils pratiquent une éducation, bienveillante, une éducation positive et ils ont exclu, tout ce qui est système de conditionnement, donc que ce soit les récompenses et donc les sanctions, les punitions. Et là, bah, leur enfant entre à l'école et possiblement, il y a ces systèmes d'évaluation, de classement. Qu'est-ce que tu dirais à ces parents-là? Alors, c'est compliqué ça. Oui, C'est un sujet vraiment délicat. La première chose, en fait, c'est vraiment de si on fait le choix d'être dans ce système-là, parce que maintenant il y a des alternatives qui sont pas données à tout le monde du tout, qui sont pas accessibles à tout le monde, mais il y a des choses qui commencent à voir le jour aussi en termes de système scolaire. Si on a fait ce choix d'être dans cette école et de suivre ça et que malheureusement l'enseignant pratique ce genre de choses. Déjà, 1re chose, c'est d'accepter, qu'il y a ce fonctionnement-là dans cette école. Si on entre dans un rapport de force, il faut se dire qu'on n'en sortira pas gagnant, quoi qu'il en oui, soit. Maintenant, il y a des choses à faire. Il peut y avoir de la communication, mais déjà, la communication peut être déjà productive et constructive quand on est déjà dans l'acceptation de: «OK, c'est ce qui se passe» et on va le dire à l'enfant. C'est-à-dire qu'on va en parler, on va se dire: «Voilà, dans ta classe et ben, tu vois, ça va fonctionner comme ça. Tu pas forcément d'accord avec ça, je suis pas forcément d'accord avec ça non plus, mais c'est un fonctionnement qui existe et qui existe dans la vie aussi. Dans certaines entreprises, ça fonctionne aussi comme ça». oui. Donc se dire que ça fait partie aussi, de la vie, en fait. Et là, bon, ben il y a ce choix-là. Donc déjà, ça va aider l'enfant à entrer dans une forme quand même de résilience, dans le sens où, OK, ça fait partie de ça, je n'en suis pas forcément d'accord, mais ça en fait partie. Maintenant, de là, il peut y avoir une communication qui peut s'ouvrir aussi avec l'enseignant. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu, des parents qui étaient pas en accord avec, l'enseignant et ils sont rentrés en confrontation. Ça s'est très mal terminé, avec, une déscolarisation et cetera. Parce qu'évidemment, quand ça se passe mal avec l'enseignant, en général, Mmh. après, l'enseignant et ben, il va le reporter d'une manière ou d'une autre. Il va avoir une vision, malheureusement, d'une manière ou d'une autre, qui va se reporter sur l'enfant. Donc du coup, ça va vraiment être plutôt d'ouvrir la communication en se demandant,
comment vous pratiquez, ceci? Pourquoi avez-vous fait ce choix? Enfin voilà, est-ce que ça fonctionne selon vous? De s'y intéresser de manière vraiment sincère, pas, manipulatoire, mais vraiment sincère. En se demandant, voilà, quelle est votre expérience à vous? Et en se disant: «Ah ben, vous savez, moi, voilà, à la maison, voilà ce qu'on pratique, voilà ce qu'on a mis en place. Alors au début, c'est vrai que je doutais et cetera, mais ça marche très, très bien. En tout cas, ben, moi, par exemple, j'ai lu des choses par rapport à certaines choses. Si ça vous intéresse, je peux Mmh. vous prêter le livre». Moi, dans ma carrière, j'ai déjà eu des parents qui sont venus, me prêter des ouvrages, par exemple, hein, dans mes premières années, d'enseignement et en fait, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial, parce que c'était voilà, c'était un partage. On est dans de la coéducation. On n'est pas dans c'est l'enseignant le chef ou c'est le parent le chef. On est dans de la coéducation. Ce qu'on veut, c'est que ça se passe le mieux possible pour l'enfant, en fait et que lui, il arrive à trouver son compte dans ses journées, pour pouvoir apprendre de manière sereine, de manière sécure. Donc du coup, ce qu'on veut, c'est voilà, créer ce dialogue sans être dans le forcing, sans se dire que c'est nous qui avons raison et que, on va réussir à imposer ceci, mais d'y aller par petites touches et s'intéresser de manière sincère à ce que l'enseignant fait, à ce que l'enseignant met en place et même valoriser aussi son travail quand il a mis en place des choses où, par exemple, il n'est pas passé par la punition ou par la récompense et Mmh. l'enfant nous en parle en disant: «Ah, mon fils m'a dit qu'il s'était passé ça, ben, je voulais juste vous dire merci, en fait. Oui, Merci parce que, il a appris ceci grâce à vous, il a appris cela grâce à vous» et en fait, ça crée une relation vertueuse, en fait. oui. Rappelons aussi que ce système de punition-récompense met en place un système inégalitaire entre dominant, dominé, donc l'adulte ultra autoritaire qui va imposer ses règles. Et ceci peut aussi malheureusement se transformer en des comportements vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent reproduire ceci à la récréation, dans leur relation, parce que ce système de domination, finalement, si les adultes le font, les enfants peuvent l'imiter aussi. Bien sûr. Donc c'est important que nous montrions l'exemple, et tu disais établir le contact avec un enseignant, lui dire, voilà, moi j'ai testé ça à la maison, avant je pratiquais les punitions, les récompenses, et puis j'ai testé ça, ça a fonctionné. Ou alors certains vont dire, je n'ai jamais pratiqué ça, et ça fonctionne très bien depuis. Mais il ne faut pas hésiter, et ça, ça serait vraiment un conseil précieux à donner à, tu l'as déjà dit, mais aller voir l'enseignant, Ah lui oui. expliquer, lui dire ce qu'on a sur le cœur, Mmh. vraiment sur le cœur, c'est-à-dire en termes d'émotion. Voilà ce qu'on Oui. ressent quand il se passe ça, voilà ce que ressent notre enfant quand il se passe ça. Et lorsqu'on fait ça, il y a ce qu'on appelle l'activation de l'empathie. Mmh. C'est-à-dire que l'enseignant ne va pas se sentir visé, jugé, critiqué, mais il va plutôt essayer de switcher en se disant, ah oui, il ressent ça quand il se passe ça, et ça, c'est la clé d'entrée vers des changements de comportement de l'adulte, donc de Complètement. l'enseignant, du coup. Complètement. Oui, donc c'est vraiment s'ouvrir, ouvrir sa propre vulnérabilité en disant, comme tu dis très bien, ce que voilà, ce qu'on ressent, sans être dans de l'accusation. C'est sûr que si on y va en se disant: «Voilà, vous faites ça, moi je suis pas du tout d'accord avec ça crée ça chez les enfants» et cetera. Là, on est sûr d'aller vers, quelque chose qui va se fermer. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants qui sont dans une recherche de remise en question, qui questionnent le Oui, système actuel, qui cherchent des solutions. Moi, je suis contactée par, beaucoup d'enseignants, hein, par rapport à ce programme des émotions que j'ai créé en se demandant est-ce qu'il y a des ressources pour les écoles et cetera. Donc je vois, hein, je constate aussi qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans de la remise en question aussi et qui cherchent d'autres manières de faire, d'autres outils. oui. Donc la discussion, elle est souvent possible. Je dis pas toujours possible, il y a des enseignants qui sont pas forcément encore réceptifs à ça, mais en tout cas, la discussion est très souvent possible. Donc, faut pas hésiter à ça et même partager ses angoisses ou ses petites peurs par rapport à son enfant, à ce qui a fonctionné. Par exemple, moi, mon enfant, il est énergique, j'ai un petit peu peur qu'il soit assis toute la journée à l'école. Alors là, c'est sûr que ça va mal se passer. Pas hésiter à y aller et en parler ouvertement, encore une fois, sans être dans de l'accusation mais vraiment s'ouvrir en parlant de sa propre émotion de parent, en fait. Et ce dialogue, et tu m'en as parlé en aparté, il est aussi valable pour les enfants qui ont, par exemple, été diagnostiqués TDAH. Mmh. J'aimerais que tu nous parles de ton expérience sur le sujet, parce que beaucoup d'enseignants sont en difficulté par rapport à ça, avec de plus en plus d'élèves qui sont diagnostiqués de la sorte, et des difficultés qui se présentent. Mais je voudrais que tu nous parles de ton expérience, basée justement sur l'empathie et les émotions. En quoi cela a facilité justement le bien-être de ces élèves qui sont potentiellement diagnostiqués TDAH, par Mmh. exemple?
Alors moi, dans mes classes, j'ai eu un nombre incroyable de profils justement Oui. atypiques. Et et en fait, déjà, je dirais que l'accueil de ces enfants comme étant, c'est des enfants qui veulent apprendre. Donc déjà, en se disant, si en partant en fait d'un point de départ hyper positif en fait, pas en se disant: «Oh, il va me mettre la zizanie, ça va être hyper difficile». Moi, je sais que les enseignants des années, précédentes, je voulais savoir les faits. Voilà, OK, il a été diagnostiqué, ceci, cela, quelle est la situation familiale et tout. Mais ensuite, je voulais rien savoir de ce qui s'était passé Mmh. exactement en termes de, heu, bêtises ou des choses comme ça. Je voulais pas savoir. Je voulais arriver et découvrir l'enfant dans son entièreté et qu'il puisse, s'exprimer tel qu'il était. Et en fait, pour avoir eu même plusieurs enfants de ce profil-là dans la même classe, la même année, en fait, ça se passait super bien, tout simplement parce que, ils se sentaient respectés, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est sûr, une formation qui va être nécessaire sur de quoi ces enfants ont besoin. Oui. Quels sont leurs besoins énergétiques? Quels sont leurs besoins en termes de, voilà, de déplacement, en termes de stimulation aussi, psychologique ou, académique? À quel rythme ils ont besoin d'aller? C'est nécessaire d'avoir les clés de ça, donc de pas hésiter à rentrer en contact avec les psychologues de l'enfant, par exemple, avec les parents pour savoir vraiment, comment aider ses enfants et cetera. Et ensuite mettre en place dans les classes, heu, plein d'outils qui vont servir. Alors maintenant, il y a des balles anti-stress, les élastiques qu'on peut trouver chez Mmh. Decathlon. On peut mettre en place, ce qu'on appelle les classes flexibles. Alors là, il y a vraiment des outils qui sont disponibles sur internet, des vidéos YouTube d'accompagnement et cetera. Ce sont structures de classe qui permettent de répondre à ces besoins, en fait, de ces enfants et pas que les enfants, TDAH, même à tous les enfants, j'ai envie Oui. de dire. Parce qu'un enfant qui a 6 ans, 7 ans, 5 ans, il est pas fait pour rester assis, Oui. la plupart de son temps de toute façon. Donc en fait, il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés avec, proposer à l'enfant de faire son travail au sol sur un petit matelas, sur des petites, tablettes, enfin ces petites tables qui se posent où on peut s'asseoir en dessous. Il y a ou même debout, le papier, collé contre le mur. En fait, il y a plein de choses à partir du moment où ça ne gêne pas le geste graphique quand il s'agit d'un exercice graphique, par exemple. Mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, donc de pas hésiter à aller chercher sur internet justement, des outils. Alors ça s'appelle les classes flexibles, pour ça. Et ensuite, surtout l'écoute. Tu disais cette bienveillance, cette écoute, c'est vraiment l'écoute de ces enfants. C'est-à-dire aller vraiment leur demander comment ils se sentent. Aller vraiment leur demander là, bah, moi j'avais la roue des émotions, hein, par exemple, chaque enfant avait la roue des émotions On peut la dispo trouver où cette roue? alors sur mon site OK. aide-moi-à-grandir.com, voilà, sur le site où en fait, voilà, ils avaient leurs petites flèches et il y avait plein de roues partout. Chaque enfant avait sa roue. À son nom, ils écrivaient leur nom derrière et chaque enfant avait sa roue et en fait, régulièrement, ils passaient devant et en fait, pouf, ils bougeaient la flèche pour se demander: «Ah beh là, ce matin, j'étais hyper excitée, en fait, maintenant, je suis un peu triste» et juste ça, moi, je passais à côté, je demandais: «Ah tu j'ai vu que ta petite flèche a été sur l'excitation, il y a quelque chose en particulier?» «Ah ben oui, mon papa, il revient ce soir, il était en déplacement professionnel. Ah OK, d'accord. Et là, tu es triste, pourquoi? Bah, je me suis disputée avec mon copain, ma copine. Et on va faire de la place à ça. C'est-à-dire que les émotions, c'est pas juste quelque chose dont on parle en cours de récréation. Mmh. Il y avait vraiment de la place faite pour ça. On lisait beaucoup de livres autour de l'estime de soi, autour des émotions, etc. J'avais placardé partout dans la classe des petits posters sur lesquels c'est écrit: l'erreur est normale, l'erreur est obligatoire. Tu t'es trompé, super. Qu'as-tu appris de ton erreur? Donc en fait, on avait vraiment tous ces petits outils qui étaient disposés dans la classe pour qu'ils se rendent compte que ici, il n'y a pas de notion d'erreur qu'il faut pas faire. Il n'y a pas de Mmh. notion de bêtises impardonnables. Il n'y a pas de notion de taper sur les doigts parce que on n'a pas eu le comportement adapté. Par contre, il y avait des points qui étaient régulièrement faits en se demandant comment on va se sentir bien dans la classe. Oui. Comment est-ce qu'on ma classe de toute façon, je leur disais, c'était une ruche
Et chaque enfant était une petite abeille. Et pour que la ruche fonctionne bien, il faut que toutes les abeilles fonctionnent bien Hmm. ensemble et se sentent bien. Donc quand il y avait quelqu'un qui allait pas, eh ben on se demandait, on passait du temps dessus. J'avais beaucoup de collègues qui me disaient, mais on n'a pas le temps de faire ça. Mais en fait, c'est vraiment un investissement qui paye énormément pour justement créer un bien-être au sein de la classe, une sensation d'apaisement qui fait qu'en fait, après, ça roule en termes académiques. Donc, Oui, il y a vraiment toute cette prise en compte de la dimension et physiologique, des besoins physiologiques de l'enfant, et aussi le dialogue avec le parent. Parce que moi, quand j'avais des parents qui étaient anxieux et qui venaient me voir, je me disais, OK, en fait, il faut que je prenne soin de ces parents-là. Ils ont besoin, en fait, de sentir que je suis à leur écoute. Donc, ça se passera super bien avec les parents et avec les enfants quand, en fait, il y a cette porte qui est ouverte pour être à leur écoute, tout simplement. oui, c'est ça. L'empathie encore, hein, du coup. L'empathie, ouais. Et pour un enseignant qui aurait du mal justement à offrir cette empathie, qu'est-ce que tu conseillerais? De percevoir déjà de percevoir les enfants comme vraiment des êtres qui ont envie de bien faire. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de bien faire et ensuite, je leur recommanderais d'aller regarder alors sur internet, il y a des choses fabuleuses sur des petites études qui ont été faites, notamment, cette étude où en fait il y avait 2 groupes d'enfants avec un groupe d'enfants qui avait un quotient intellectuel plus élevé, Hmm. en tout cas en majorité que l'autre groupe d'enfants et on a dit, donc ces 2 groupes d'enfants étaient envoyés dans deux classes différentes. Et on a dit à l'enseignant d'un premier groupe, du groupe de QI Hmm. élevé, en disant, bon, tu vas voir, ils ont un peu de difficulté, ces enfants. Voilà, ils ont un peu de difficulté et Donc du coup, l'inverse de ce qui était attendu, du coup. Les l'inverse enfants de ce avec le qui QI était la élevé, réalité. ouais. Exactement. Et à l'enseignant de la classe qui avait un QI moins élevé, disant, alors là, vous avez été sélectionné parce que vraiment, on se dit que vous allez pouvoir emmener ces enfants hyper loin parce qu'en fait, ils ont des capacités hyper, hyper hautes, mais par contre, ils ont besoin de les développer. Ils Oui, ont besoin de votre aide pour justement aller plus loin, etc. Ils ont refait des tests à la fin de l'année scolaire. Les enfants qui avaient moins bien réussi au test avant, eh ben, ont complètement grimpé de niveau hmm, et les autres enfants ont baissé de niveau. ouais, Ce qui montrait en fait que la manière dont on perçoit un enfant va de toute façon se manifester et va déterminer la manière dont l'enfant se perçoit. oui, Donc en fait, si nous, on part de ce postulat de tous les enfants, ils ont envie d'apprendre, cette joie d'apprendre. Et en fait, ils sont tous en fait à leur niveau, de se détacher complètement de ces... Je sais que le système scolaire français est très cadré et très rigide, mais d'essayer de se détacher complètement de ces attentes. Au mois de septembre, l'enfant doit avoir ce niveau. Au mois de mars, l'enfant doit avoir ce niveau, etc. De se détacher complètement de ça pour regarder l'enfant tel qu'il est, son profil à lui, et se demander, OK, il est là, comment moi je peux le faire évoluer, faire aller au niveau supérieur, mais pas là, c'est pas grave s'il est pas là. Comment moi je vais faire ça? Je vais faire pour l'emmener à ce barreau juste au-dessus et oui. se dire que dans tous les cas, il est merveilleux et il va y arriver en fait. Et bien en fait, de changer ce regard sur les enfants, et bien en fait, ça va aussi changer toute l'expérience qu'on va avoir avec ces enfants-là. Oui, on appelle ça l'effet Pygmalion, donc s'attendre au Tout à mieux fait. pour que voilà, et l'effet Golem, donc c'est l'inverse, quand on s'attend au pire, bah, l'enfant va aussi répondre malheureusement aux attentes de l'adulte qu'il va avoir en face. Donc c'est important de savoir que même de manière inconsciente, hein, parce qu'en fait ce qu'on Tout pense de à fait. l'enfant va se voir au niveau de nos micro-expressions, de la Mmh. manière dont on va lui parler, et il va percevoir ça, et il va avoir une image de lui qui va ou se dégrader ou s'améliorer. D'où l'intérêt de croire en eux, de leur C'est dire ça, aussi, mais de leur montrer exactement. surtout qu'on croit en eux et en leur capacité d'apprentissage. Exactement. C'est une personne, je me souviens plus de son nom, une américaine qui disait, une enseignante américaine qui disait, tous les enfants méritent d'être le champion de quelqu'un. Tous les enfants et méritent un enseignant aussi comme champion en fait. Et tous les enfants, tous méritent ça en fait, Oui, d'être vus comme un champion. exactement, Mm, c'est ça. Et c'est valable également, bien sûr, hein, pour les parents, mm. puisque on peut avoir tendance aussi à être un peu sévère hein, avec nos propres enfants, alors qu'on l'est un peu moins avec des enfants autres que les Oui, nôtres, on va dire. oui, tout Donc, à fait. c'est ce que tu as pu constater toi aussi? Ah oui, oui, tout à fait. En fait, il y a une exigence.
qui est mise, qui est portée sur son enfant, mais en fait qui vient de la peur tout simplement, parce qu'en fait on a peur que son enfant ne réussisse pas, on a peur que son enfant échoue à l'école et qui ensuite ne s'intègre pas dans la société, etc. Donc du coup on va se dire ah non il faut que je sois exigeant, il faut qu'il réussisse, Oui. et ce il faut va créer justement de la tension, et cette tension là elle va créer des Mmh. comportements, elle va créer en fait ces angoisses, parce que cette angoisse de la rentrée, elle est vraiment due justement, on disait, à plusieurs choses. Elle peut être due justement à la peur de l'inconnu, la peur de la nouveauté, mais aussi la performance en fait. Les résultats, le stress par rapport aux résultats scolaires. Est-ce Oui, que mon enfant va réussir à suivre? Est-ce que mon enfant va réussir à lire? Est-ce qu'il va réussir à compter, etc. Et c'est là où ça nécessite vraiment de prendre un petit peu de recul. Et pour moi, la technique de imaginer, visualiser votre enfant à 18 ans. Il s'en sera sorti. Voilà. Mais par contre, plus vous serez apaisé pour l'accompagner, et plus ça va fonctionner. bien Parce sûr. que même nous, on le voit quand on essaye d'apprendre quelque chose, quand on se met la pression, on rate, en fait. Que ce soit du sport, que ce soit une langue étrangère, que ce soit tout. Alors que quand on est détendu, eh ben c'est là où en fait notre cerveau fonctionne le mieux. C'est bien d'avoir cette petite dose d'adrénaline Oui, liée au stress, par exemple juste avant les examens, mais il faut pas qu'elle soit toxique. bien sûr. Il faut pas qu'elle soit sur du long terme. Quand c'est la petite dose qui arrive juste avant l'examen, oui. Par contre, quand c'est au quotidien, là, ça devient toxique, et là, ça crée même en fait, ça sclérose en fait les connexions entre neurones, l'information qui passe entre les neurones, voire ça peut aller jusqu'à la destruction de certains neurones quand le stress est trop haut. Donc en fait, on se détend, et plus on met de l'apaisement, et plus on croit en notre enfant, et plus on se dit qu'il va réussir, et qu'il fera ce qu'il aimera surtout, qu'il fera Mmh. ce qu'il épanouira, et plus en fait peut rentrer de manière plus apaisée dans chaque rentrée. Ouais, à réussir à être heureux. Parce que tu dis réussir, mais réussir pas au sens performance, C'est réussir ça. à se sentir bien, À être épanoui, épanoui. Et c'est ça. pour moi, c'était la chose principale que je voyais déjà à l'école, c'était de réussir à faire en sorte que les enfants se sentent heureux de venir à l'école. Donc déjà, quand j'avais réussi ça, je me disais, OK, j'ai déjà gagné mon année, et maintenant, on va vraiment pouvoir commencer les choses sérieuses académiquement. Et ça se passait toujours très très bien. Ça se passait toujours très très bien. Même les enfants qui étaient, même, j'en avais eu un qui était à la limite de la phobie scolaire, hein, Ouais. qui avait un mal de ventre, des boules au ventre, des pleurs, des larmes à l'idée d'aller à l'école, et qui avait fini par adorer l'école et même pleurer. Je me souviens d'une fois, alors là, je me suis dit, alors là, c'est le pompon. Quand en fait, il s'était mis à pleurer le dernier jour des vacances, je sais plus, c'était les vacances de Pâques, il s'était mis à pleurer le dernier jour d'école, pardon, avant les vacances, parce qu'il voulait rester à l'école. Et là, je me suis dit, waouh, le chemin qui a été parcouru, en fait. Mais du coup, c'est possible. Donc déjà, si on crée déjà plus de détente autour de l'école pour que l'enfant soit heureux d'aller à l'école, c'est déjà gagné. C'est déjà Ouais. gagné, et là, on va vraiment rentrer plus efficacement dans les apprentissages académiques. Très bien. Alors ce que je te propose maintenant, c'est que nous parlions d'outils. Ouais. On va rentrer dans la partie pratique, Mmh. comment accompagner au mieux les parents et les enfants dans cette rentrée. Mais Oui, avant ça, on va parler de avant la rentrée, cette transition qu'il va y avoir entre les vacances et l'école, parce que là aussi, l'accueil émotionnel est très important, hein. Un enfant qui va quitter les vacances va aussi quitter pas mal d'habitudes qu'il a appris avec ses parents, donc il peut ressentir un mélange d'émotions qu'il est important de pouvoir verbaliser avec lui, par tout à exemple. fait. En fait, déjà, cette transition, elle va être nécessaire pour poser des mots sur comment on se sent par rapport à la rentrée qui approche. Et je sais qu'il y a certains parents qui font le choix de se dire, non, moi, j'y pense pas jusqu'au dernier moment, on va profiter à fond, Mm. et après, ça sera déjà assez désagréable, donc autant le laisser pour plus tard. Moi, j'invite à prendre vraiment en compte l'approche de la rentrée avant, parce que l'angoisse, elle est aussi due à cette peur de l'inconnu. C'est normal en fait. Le cerveau va réagir parce que le cerveau, il est là pour nous protéger. L'inconnu représente un danger potentiel, une menace. Donc du coup, il va aller activer tout Mm. ça pour nous dire attention, attention, danger. Et donc c'est à nous à aller aider notre cerveau à se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de danger, et surtout, on peut maîtriser ces inconnus. On peut petit à petit, en fait, y voir plus clair dans ces Mm. inconnus. Donc, plus on le prend en considération,
tôt et plus on peut aider et l'enfant et l'adulte à s'apaiser en fait. Donc, Oui. j'ai envie de dire, voilà, il y a pas besoin d'y penser le 15 juillet, mais quand même, Non. 10 jours avant la rentrée, je pense que c'est bien Oui. voilà, 10 jours, 15 jours avant la rentrée, c'est bien de commencer à en parler et de commencer à dédiaboliser un petit peu cette rentrée qui approche. Alors, moi j'ai des petits conseils par rapport à ça, tu me diras Mmh. si tu veux les compléter. Déjà, le trajet de l'école à la maison. Donc, refaire ce trajet, le faire plusieurs fois, le faire peut-être à vélo, en voiture, et commenter, enfin laisser la parole aussi à l'enfant. Peut-être aussi se retrouver dans l'école. Alors certains ont eu la chance de visiter l'école déjà, d'autres peut-être pas. Mais aider l'enfant à s'imaginer, à se visualiser, et aussi ce trajet va pouvoir permettre de nous timer, de pouvoir aussi voir quelles sont les étapes à respecter le matin, et on va y venir, il y a aussi des outils à mettre en place pour ça. Mais voilà, ce trajet déjà, école, maison, le faire plusieurs fois, et puis répondre aux questions de l'enfant, afin qu'il soit effectivement familiarisé avec ce trajet, et qu'il puisse commencer à s'imaginer sa future vie d'écolier, on va dire, quoi. C'est ça, c'est vraiment le familiariser et puis aussi créer de l'excitation. C'est-à-dire que l'enfant, il Pas a trop, hein, l'excitation, ouais, attention. pas trop non plus, on va pas pousser. Heu, mais mais en fait se dire, bah, il rentre dans une nouvelle année scolaire, il a grandi. Qu'est-ce qu'il va peut-être faire de plus, que l'année d'avant, en fait? Donc Hmm. par exemple, pour certains enfants qui entrent en CM1, CM2, si la sécurité le permet, est-ce que peut-être, qu'une fois par semaine, il peut faire le trajet tout seul, par exemple? Ou le faire avec un copain, ou faire avec un grand frère, avec une grande sœur? Des petites choses, en fait, comme ça, se dire, ah ben maintenant, avant d'aller à l'école, c'est toi qui vas faire ta boîte à goûter, par exemple, c'est toi qui vas préparer ton goûter. En fait, se demander qu'est-ce qu'on gagne en fait avec cette nouvelle rentrée. Et effectivement, je trouve que faire ce trajet plusieurs fois et se demander aussi quelle petite surprise il y a sur le trajet si on le fait à pied. Se demander, ramasser des choses sur le trajet et puis faire enfin voilà, un petit carnet des feuilles qu'on a récoltées. Et puis passer même peut-être du temps, on est devant l'école, on va prendre en photo l'école. Ou Oui. peut-être on va s'asseoir devant et on va la dessiner l'école. Tout ça en fait, c'est des petites activités qui permettent d'apprivoiser le lieu. Donc on va vraiment passer du temps à des petites, voilà, ces petites activités, ces discussions qui sont hyper précieuses pour rassurer et justement réveiller un petit peu l'enthousiasme en fait à l'idée de rentrer à l'école. Et on va laisser la parole à l'enfant, c'est-à-dire qu'on va pas être là en format descendant, à lui donner plein d'infos, plein d'infos, plein d'infos, plein d'infos. Non, on va lui dire qu'est-ce que tu sais déjà de Mm. l'école, du trajet ou de quoi que ce soit, et qu'est-ce que tu aimerais savoir. Donc là, on va peut-être l'aider à chercher des infos lui-même, ou alors lui donner des informations. Mais c'est bien que l'enfant puisse faire preuve de curiosité. La Oui, curiosité, c'est sain, et oui, puis tout puisse à poser fait. des questions justement qui seront relatifs à ce qu'il peut s'imaginer justement de la rentrée, et Oui. qui viendront répondre à ses attentes en fait, à ses inquiétudes aussi peut-être justement. Donc c'est bien de ne pas être dans ce format descendant de réconfort immédiat avant même que l'enfant puisse dire ça je suis inquiet pour ça. Non non, voilà, ça va bien se passer. Enfin, il faut éviter ce genre d'affirmation, genre tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer, Parce parce que que là, bien souvent ces affirmations, Mm, ce sont les parents qui vont les dire pour se rassurer eux-mêmes exactement. au lieu d'en fait d'écouter l'enfant qui lui va avoir d'autres inquiétudes peut-être ou pas d'inquiétudes hein, mais Et puis ça peut être vraiment, tu vois, quand on va devant l'école, c'est où tu penses, est-ce que ouais. tu sais où elle sera ta salle de classe? Tu penses qu'elle serait où? Ah, t'as vu les jeux qu'il y a là? Lesquels tu connais déjà, auxquels tu aimerais jouer? En fait, voilà, c'est Hmm. vraiment créer. Et puis pas qu'à ce moment-là, ça peut être aussi le soir quand on va se coucher, ben, on repose des questions par rapport à ça, en fait, où on en parle en se disant, ah, tiens, on regarde les photos encore, et à ce moment-là, la parole peut se libérer Oui. à un autre à un autre niveau en fait. En tout cas quand l'enfant sait que le la discussion est ouverte, eh ben il y a des choses comme ça qui vont sortir à des moments où on pensait pas du tout qu'il les sortirait, mais c'est de lui donner l'occasion en fait d'en parler. Alors, transition, vacances, maison, le Ouais, rythme aussi va changer, ouais. forcément. Qui dit rythme qui va changer va surtout s'accélérer, parce on va pas être en retard à l'école. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme outil à disposition pour aider l'enfant à prendre ses repères, à s'organiser, et aussi aider le parent à éviter de faire preuve de trop d'insistance et de stress-temps lorsqu'on va dire dépêche-toi, 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 on va être en retard. Comment faire pour que tout le monde s'organise et anticipe suffisamment cet événement pour que ça se passe bien? Alors déjà,
Moi, ce que je propose, c'est ce pack rentrée que vous pouvez Oui, trouver sur mon site, sur Aide-moi à grandir, qui propose des petits outils, et dont celui-là, je vais vous le montrer. Donc là, déjà, ça commence par un petit calendrier, en fait. Un petit calendrier, alors avec des dates. Et en fait, on va aller coller le petit cartable sur le jour de la rentrée. Et en fait, on va aller pouvoir colorier à chaque fois, chaque jour, un petit soleil, en fait, pour se dire, ah ben tiens, là, je me rapproche de la rentrée. Déjà, pour avoir cette, en fait, cette anticipation en termes de temps, que l'enfant puisse compter combien de dodo il lui reste, et pas mmh, que ce soit quelque chose d'angoissant, que ce soit vraiment quelque chose de apprivoiser l'inconnu, vraiment, de se demander, ok, on a tout ce temps-là, pendant ce temps-là, comment on va faire pour se sentir mieux? Et bien en fait, on peut même l'intégrer aussi aux petits achats de fournitures scolaires. Si on a bien sûr. une liste de fournitures scolaires, et ben on va l'impliquer dedans. Mmh. On va lui demander est-ce que, par exemple, il aimerait, si on garde le même cartable, personnaliser le cartable. Voilà, on va vraiment l'impliquer dans Oui, cette préparation déjà. Et puis ensuite, en termes de routine, en termes de rythme, on va se dire, OK, on va passer à un nouveau rythme qui est le rythme de l'école. Donc, oui, petit à petit, on va réhabituer l'organisme parce que le changement de rythme crée du stress sur bien sûr. l'organisme. Que ce soit un rythme qui soit hyper agréable ou désagréable, les changements de rythme créent du stress. Donc, du coup, on va petit à petit remettre peut-être le réveil, réavancer un petit peu l'heure pour réhabituer l'organisme à se lever plus tôt. On va reprendre des habitudes alimentaires plus saines. Peut-être que pendant les vacances, on faisait un petit peu moins attention, on mangeait peut-être un petit peu plus de sucreries, etc. Là, on va reprendre un régime alimentaire qui va donner des vitamines à l'enfant, qui va lui donner en fait vraiment tout ce dont il a besoin pour se sentir en forme, faire une petite cure même, hein, une petite cure de vitamine C s'il faut. Ouais, Voilà, des choses comme ça qui vont l'aider à se remettre en forme et à se réhabituer au fait que, ok, ça arrive en fait. Pareil, remettre des routines le matin et des routines le soir. On va éviter les écrans le matin, on va éviter les écrans le soir, on va éviter les écrans pendant les temps de repas. Bon, mmh, ça, voilà. Et on va, le matin, par exemple, on peut faire des petits, alors là, j'en ai pas ici, mais on peut faire une petite routine du matin, par une exemple, le frise. matin. Voilà, J'en ai exactement. dans la boutique, oui. Mmh. C'est ça. Et on peut soit mettre des petites images, ou soit même prendre des photos. En fait, Oui, on peut le faire avec son enfant. On prend en photo quand l'enfant est en train de prendre son petit déjeuner, quand il se brosse les dents, on lui demande, hein, d'abord s'il est d'accord, hein. bien sûr. Et Consentement. merci de le rappeler, tout à fait. Et en fait, on lui propose même de faire cette frise ensemble. Et ensuite, voilà. Et puis, on va mettre des petites cases en dessous, et en fait, qui pourra ticker au fur et à mesure. Donc, en fait, le matin, et ben voilà, il sait il a ceci. Il a une forme d'autonomie parce qu'il le fait peut-être dans l'ordre qu'il veut, mais il sait qu'il a tout ceci à faire. Sachant que ce qui est bien aussi d'intégrer, si on peut, c'est un petit temps de jeu, parce que les enfants, souvent, c'est pour ça qu'ils traînent parfois la Oui. patte, quand en fait, il faut, c'est une succession de moments de il faut. Est-ce qu'on peut pas se lever un petit peu plus tôt pour donner 10 minutes peut-être de jeu Oui. libre, en fait, durant lequel là, il peut aller ticker justement ce petit temps en fait de jeu libre. Je précise, ce n'est pas une récompense. C'est-à-dire Non, que ce jeu libre, c'est il est vrai. prévu dans l'emploi du temps. C'est pas, Exactement. voilà, si tu vas vite, bah, tu auras cette récompense. Non, non, c'est prévu. Et tu parles de jeu libre. C'est très important le jeu libre parce que l'enfant a beaucoup de liberté justement à jouer avec voilà, ses figurines Mhm. ou des jouets très très simples. Et ce jeu libre, on l'avait vu dans une précédente vidéo, ça permet à l'enfant aussi de pouvoir exprimer bah, ses émotions. C'est-à-dire que les Tout jeux à fait. libres, au lieu des jeux dirigés, hein, que ce soit les jeux de société ou autres, vont permettre à l'enfant de s'exprimer aussi et d'avoir cette liberté. Et si il y a son parent à côté, c'est encore mieux. Alors le parent va pas forcément intervenir, mais va être à côté, peut-être justement, et bah, c'est un instant partagé. Donc l'enfant va avoir cette liberté de jouer à côté de son parent, et son parent va accorder cette attention à l'enfant. Donc on met les portables de côté, et le parent va accorder cette attention à l'enfant, et c'est vraiment très bien parce qu'il y a cette connexion justement qui se fait. Exactement. L'enfant joue en sécurité, on reprend cette notion de sécurité, et le parent justement Oui. bah, instaure aussi Et, ce... et quand c'est, parce que c'est un moment de qualité du coup, et même si c'est 5 minutes, hein, mais de Oui, savoir, mais de savoir en fait que c'est dans la frise et que tous les matins il aura, et ben ça évite aussi les ah non mais je veux pas, etc. Parce qu'il sait que le lendemain il y aura droit aussi en oui, fait. Ça fait partie du rituel en fait, de la routine. Et
tellement précieux et tellement important d'inclure dans ces routines des temps fun en fait, des temps agréables, plutôt que d'être une succession de moments un peu obligatoires et stressants en fait. Donc Oui. ça, c'est vraiment important de l'inclure. Et pareil, on va faire pareil pour la routine du soir. On va faire ceci. Donc, pour pouvoir faire avec le feutre, on peut aller plastifier ça. Comme ça, l'enfant, à chaque fois, Mm. il peut cocher avec un feutre d'ardoise. Et comme ça peut s'effacer. Et le lendemain, on reprend, etc. Donc ça, c'est des petites choses qui développent l'autonomie de l'enfant et qui permet aussi, on peut chronométrer aussi, par exemple, combien de temps on met à peu près pour se brosser les dents. Combien de temps on met à peu près pour déjeuner, etc. Pour que l'enfant, il réalise aussi. L'enfant, il n'a pas le même rythme que le parent, il n'a pas de rythme en fait, il n'a pas ce concept-là, cette notion, sauf que ça fait partie malheureusement des obligations Oui, et il faut le prendre en considération et aider l'enfant à prendre ça en compte. Donc on peut en fait chronométrer à peu près, hein, on va se donner une marge à peu près, et on peut avoir un time timer par exemple à donner à l'enfant pour que lui-même, par exemple, il sait que le matin, par exemple, il va petit déjeuner en à peu près 15 minutes. Et bien du coup, hop, on peut lui mettre les 15 minutes en se disant, tu vois, tu as à peu près ce temps-là. Tu te souviens quand on a fait la routine, on s'est dit que là, on était bien, on était dans les temps quand on mettait à peu près 15 minutes pour déjeuner, tu vois. Et s'il prend un petit peu plus de temps, et ben, il saura que du coup, ça va grignoter sur quelque chose d'autre, en oui, fait. Et pas forcément sur le temps de qualité, mais ça va grignoter sur quelque chose d'autre. Faudra peut-être s'habiller plus rapidement. oui. On s'habillera moins en jouant, en fait. Il faudra s'habiller plus rapidement, peu importe, en fait. Mais de l'aider à construire cette notion du temps pour pas être vite, 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 c'est la course, etc. et que ce soit un petit peu désorganisé. C'est ça. Et pour les enfants qui sont stressés par la sonnerie du time timer, parce que c'est vrai que c'est strident, Oui, c'est vrai. vous pouvez aussi mettre en place une playlist musicale avec Oui. l'enfant, qui sera la durée des étapes en fait. Hein. On va, par exemple, pour le petit déjeuner, ça sera 3 chansons que l'enfant aura choisies. Pour la durée de l'habillement, ça va être telle chanson qui va durer peut-être 5, 6 Oui. minutes, etc., etc. Oui. Et en plus, bah, l'enfant sera dans une ambiance et dans un humour plutôt positif, Oui. du coup, lorsqu'il entendra ses chansons préférées. Et puis ça Euh, peut être aussi une playlist, tu sais, musique zen, apaisante, oui, aussi. etc. aussi, Alors pas trop selon. zen, hein, parce que du coup on va pas tenir le timing, hein, du coup. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pas trop zen, ça c'est pour le soir. C'est ça, c'est ça. C'est vrai. Et le soir, pareil. Et le soir, dans la routine du soir, surtout dans les premiers Oui, temps de l'école, de la rentrée, c'est vraiment d'inclure dans la routine un temps de partage, de discussion, où on va vraiment parler de comment s'est passée ta journée. Et ça peut se faire même pendant le dîner, hein, mais comment s'est passée ta journée? Quels ont été tes moments trésors? Les moments qui t'ont rempli de oui, joie, d'excitation, de fierté. Quels ont été les moments cailloux? Moi, j'appelle ça les moments cailloux. C'est des moments qui vont peser lourd un petit peu dans le cœur, qu'est-ce qui a été et sans chercher des solutions. Là, on est vraiment dans l'expression en fait, l'expression, la libération de la parole déjà. Ensuite, oui, on peut lui demander est-ce que tu as besoin d'aide pour trouver une solution pour demain, pour voir si ça se reproduit, est-ce que tu as besoin d'aide? Mais on lui demande. On cherche pas à court-circuiter cette expression par ça. Et du coup, avant l'école, avant la rentrée, je veux dire, c'est pareil, c'est des choses dans la routine du soir qu'on peut déjà mettre en place. Comment tu te sens à l'idée de ça qui approche. Et puis cette transition, hein, parce que tu parlais vraiment de transition, on va en prendre en considération aussi pour clôturer le moment des vacances. C'est-à-dire, on va faire un petit point aussi. Qu'est-ce qui s'est oui, passé pendant les vacances? Est-ce qu'on a pris des photos des vacances? Est-ce qu'on peut faire un petit album photo des vacances pour voilà, clôturer un petit peu ça, se demander ce qu'on a aimé, faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on aimerait retrouver aux vacances suivantes et qu'est-ce qu'on n'a pas trop aimé, qu'on voudrait pas retrouver. Vraiment le même principe que lorsqu'on est entré dans les vacances, mais là, on en sort en fait. On va tout à vraiment fait, prendre le temps de clôturer ce chapitre. tout à fait. Donc ça, rituel du matin, rituel du soir, rituel aussi effectivement comme tu disais de fin de vacances. Et pour les parents, c'est pareil, on laisse la parole aux parents également qui vont pouvoir exprimer leurs émotions. Hein. À la fin de la journée, on a cette discussion autour des émotions des uns et des autres. Tout à Et fait. justement, je voudrais qu'on fasse la transition, hein, c'est le cas de le dire, avec ce que tu proposes. Toi, qui es un support privilégié, je dirais, pour parler des émotions, mais pas que des émotions, de la confiance en soi également. Mhm. Alors, je suis partenaire de la première heure, on va dire, de ce programme. Ça fait longtemps que je te suis et lorsque tu as lancé ce programme, c'est vrai que j'étais ravi. Euh,
je voudrais que tu nous le présentes parce qu'il est sur une nouvelle version en plus qui Ouais. arrive là et qui répond encore mieux aux besoins des familles. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, en fait, comme dans mes classes, j'avais vraiment à cœur d'aider les enfants à mieux comprendre leurs émotions, à poser des mots sur leur monde intérieur, et j'ai vu à quel point ça avait changé tout, en fait, dans le quotidien des enfants, mais aussi de leur famille. Du coup, j'ai vraiment, voulu créer des outils et donc un programme, pour aider les enfants à mieux se connecter à ce qui se passe à l'intérieur d'eux, à leurs émotions. Donc du coup, en fait, j'ai créé, un programme, qui se base sur des vidéos, mais pas que. Donc des vidéos très ludiques, éducatives, interactives, où moi, en fait, je me transforme en maîtresse à Maillette. Donc j'ai mon petit chapeau de lutin, et je suis dans une forêt fantastique, et en fait, chaque émotion est un petit lutin. Donc, je j'aide les enfants à mieux comprendre ce qu'ils vivent, comment se réveille une émotion, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette émotion, et puis comment on les appelle ces émotions aussi. Donc en fait, les enfants petit à petit, apprennent à poser des mots sur ce qu'ils vivent, sur leur monde intérieur, pour un petit peu désengorger parfois cet effet cocotte minute parce qu'on a Ouais. plein d'émotions, etc. Donc ce sont des vidéos qui fonctionnent très, très bien, dans lesquelles, bah, l'enfant en fait me parle, hein, même, hein. Il répond parce que moi souvent je pose des questions, en disant: «Et toi aussi tu as déjà ressenti ça?» Et puis tous les parents me disent que leurs enfants disent, ils répondent en disant: «Mais oui, moi aussi, et puis ceci, et puis j'ai vécu ça à ce moment-là», et cetera. Donc en fait, il y Ouais. a vraiment une interaction qui se crée, et à un moment donné, il y a même un enfant qui a dit à sa maman: «Mais elle m'écoute vraiment là?» Elle se demandait vraiment si c'était en direct ou pas. Donc ils se prennent vraiment au jeu, parce que voilà, ils sentent il y a une initiation. Je les guide vraiment à mieux comprendre leurs émotions, à poser des mots sur leurs émotions surtout. Et donc là, ce programme, je lui ai refait une beauté pour la rentrée. Et donc l'idée, en fait, c'est de guider davantage les parents dans cette aventure au milieu des émotions. Donc en fait, il y a le programme J'apprends mes émotions. Et là, il y a le programme qui est en train de se finaliser, J'apprends la confiance en soi. Et donc J'apprends mes émotions, ça va être le parcours va avoir des aventures, donc il y a 21 aventures. Dans chaque aventure, il y a une petite vidéo, donc mes vidéos sont courtes, elles font à peu près, on va dire, entre 3 minutes et 7 minutes. Donc il va y avoir une vidéo principale avec les petits lutins, Oui. et puis ensuite il va y avoir une ou deux vidéos bonus qui va aller un petit peu plus loin dans le thème de l'aventure, si c'est la fierté, le courage, la peur, la colère, etc. Et ensuite, je propose aux parents, des idées de questions à poser à leur enfant, des idées de discussion, de petits débats à partir de ces vidéos, pour aider justement l'enfant à s'ouvrir, à ses émotions, et de créer dans le quotidien, une discussion ouverte, Mmh. autour des émotions. Et j'offre aussi aux parents une idée de rituel. Donc ça veut dire chaque aventure va durer 1 à 2 semaines, et donc du coup le parent est invité à mettre en place un petit rituel de fin de journée ou de début de journée avec l'enfant, pour justement, soit fabriquer un petit objet autour des émotions, ou soit parler des émotions. Donc quelle idée de questions avant d'aller se coucher, avant d'aller à l'école, pour se remplir de Mmh. courage, et cetera. Comment fabriquer une petite potion de courage pour se remplir de force quand on va avoir des obstacles durant sa journée à l'école. Et il y a aussi la petite activité à imprimer. Donc il y a un jeu de loi des émotions, il y a des cartes de positivité, il y a la roue des émotions, etc. Il y a plein de choses, plein de petits outils à faire avec son enfant, pour que à la maison, justement, on puisse libérer la parole Ouais. au niveau des émotions, et développer cette intelligence émotionnelle qui est ô combien précieuse, pour être plus épanoui, pour être plus heureux, et puis pour créer plus de connexion avec le parent aussi, Ouais. entre le parent et l'enfant. C'est Et ça. puis dans ce programme, il y a aussi un live par mois avec les parents, durant lequel, en fait, je vais vraiment répondre aux questions des parents quand ils en ont, soit par rapport à la mise en place du programme à la maison, pour leur donner plus de guidance, Oui. ou soit pour répondre à des problématiques qu'ils ont, en disant: «Ben, nous, on a regardé ces vidéos sur la gestion de la colère, sur la régulation de la colère, mais il y a toujours des petites crises, je ne sais pas trop comment faire, ça se déclenche par rapport à ça». Bon voilà, pour pouvoir, les aider aussi dans leur quotidien à prendre en compte, toutes ces émotions, pour être plus épanoui, en fait. Oui. Et rappelons que l'essai est gratuit.
Et l'essai est gratuit, tout à fait. Il y a cette offre découverte qui donne accès, gratuitement pour laisser découvrir justement les parents et les enfants, voir si c'est quelque chose qui leur convient, qui leur parle, auquel les enfants accrochent ou pas à l'univers, voilà, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Margaret. Merci à J'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions de parents par rapport à justement cette rentrée des classes. Mmh. Et je te dis à bientôt pour Oui, une à nouvelle très vite. vidéo. Ça marche, au revoir. Au revoir.